Salut tout le monde, bienvenue dans ce 8e épisode de la saison 3 d'Overtime. Je suis Pascal Eberhard, je suis avec Régis Surf. Salut Régis. Salut Pascal, salut à tous. Alors on s'excuse, on a des petits soucis techniques en ce moment pour essayer de s'entendre avec Sébastien Beaulieu qui est bien avec nous. Mais pour l'instant, lui nous entend pas, c'est la problématique. Donc on essaie de régler ça de notre côté. On va commencer avec le sommaire, et puis déjà vous dire... La bienvenue à vous. On va saluer les personnes qui sont dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à nous dire vos commentaires. Hein. Bonjour Georges-Henri, Quentin, Marc, Kevin, Denis, Didier. Désolé pour ce retard. Je vais essayer de regarder encore avec Seb pour les problèmes de son. Et puis Régis, aujourd'hui, on va parler un petit peu aussi des autres clubs de manière un peu plus globale parce qu'on n'a pas les deux suivi très attentivement tout ce qui s'est passé. On va être très clair. Il y a des équipes qui n'ont même pas joué du tout, comme Fribourg-Gotteron. Il y a des équipes qui ont joué qu'un match. On n'a pas forcément suivi chaque match, mais évidemment, on est là pour répondre à vos questions. On a quand même quelques petites thématiques qu'on a préparées sur chacune des formations romandes, donc n'hésitez pas. Pour nous, la priorité maintenant, c'est évidemment, parce qu'il y a déjà des questions, parce qu'on en a préparé pas mal, c'est d'avoir un Sébastien Beaulieu qui nous entend et que l'on entend bien. Et pour l'instant, c'est encore pas tout à fait gagné, mais la liaison est là, on y croit. Et je pense, Pascal, tu ne tardes pas à nous dire quand on peut venir en direct avec Sébastien. Mais bon, on va quand même assurer le coup. Si c'est pour faire de la CB, on va peut-être pas non plus. Alors écoute, là, je relance l'appel avec Sébastien. On verra si on arrive à se parler. On voulait bien évidemment accorder le lien avec les gardiens, avec Sébastien, de manière précise pour tout ce qui est de manière... genevoise, mais également tout ce qui est un peu plus au niveau National League. Vous avez plusieurs questions qui nous ont été posées en avance. Alors, déjà pour vous dire, c'est pas un problème, puisque j'ai vu que c'était un problème d'interface entre la chaise et le clavier. Non, c'est vraiment un problème technique. On n'arrive pas à s'entendre entre Sébastien et nous. Enfin, lui nous voit, il nous entend pas. Par contre, nous, on le voit et on l'entend quand il répond. Donc, voilà, on essaie de comprendre pourquoi, ce qui se passe... et tout ça. Régis, en attendant qu'on soit avec Sébastien, je te propose qu'on commence avec le deuxième club dont on voulait parler, à savoir le HC Bienne. Alors le HC Bienne qui reste sur 8 victoires de suite, un mois d'octobre, Régis, complètement parfait. À vrai dire, le plus compliqué quand on parle du HCBN actuellement, c'est de trouver les points noirs. On n'en voit pas beaucoup. Parfois, on se dit qu'elle est inarrêtable, cette équipe biennoise. Et on commence à en prendre presque l'habitude que chaque saison, elle a une longue série de victoires. On l'attendait peut-être pas, cette série en début de saison, puisque les Biennois nous laissaient penser que l'équipe avait peut-être stagné au niveau des engagements, au niveau du contingent. Et bien finalement cette stabilité elle est très bonne à prendre et le HC Bienne a fait un mois d'octobre quasi parfait. Il y a une défaite, c'était le 1er octobre, c'est probablement la défaite la plus étonnante des Biennois, c'était à domicile face à Lugano, ils sont passés à côté, mais derrière il y a cette série peut-être historique qui est en cours, ça on le saura parce que demain c'est Zurich. C'est pas mal non plus Zurich, c'est un sacré test, il faut le dire. Mais actuellement, il y a tout qui fonctionne. Du gardien aux attaquants, on a de la peine à ressortir un élément où on pourrait dire « Ah, là on pourrait faire mieux ». Non, on peut pas faire mieux, il n'y a que des victoires. Voilà, puis tu parlais du match de Zurich, on peut signaler quand même que c'est la première attaque au nombre de buts marqués Bienne, buts marqués par match, face à la meilleure défense au but encaissé par match. Voilà. Et peut-être le meilleur gardien, puisqu'en tout cas statistiquement, Roubec, ça l'est. Ça l'est, même s'il a connu un moins bon match hier contre Lausanne. 3 buts encaissés. Voilà, il a été sorti. Ça a donné du temps de jeu un peu à Ludovic Weber, qui avait déjà joué la veille, il me semble. Donc voilà, tant mieux pour le jeune gardien. Zurichois, par contre, du côté de Bienne, on a vu qu'avec Simon Ritz dans le but, ça change pas grand-chose. En même temps, c'était Langnau. Même si Langnau était sur une bonne série, il fallait se méfier.
mais il y a quand même eu 7 buts, un match complet de la part des Célandais. Non, mais je pense que pour Simon Ritz, c'est aussi intéressant, même s'il joue peu, il prouve que quand il joue, son équipe, elle est derrière lui, elle joue pas différemment que quand c'est Sateri. Et puis, Simon Ritz sort ses matchs, il n'y a pas de souci, il est là quand on lui demande d'être vraiment au bon endroit, au bon moment. Il n'est pas à côté du tout, malgré son âge avancé. Donc, tout baigne. Bon, c'est pas bon. Si je vois ce qu'il y a sur l'écran, il a toujours pas de Sébastien Beaulieu. Ah, oui, il est là. Oui. Alors, vous ne l'entendez pas. Pour l'instant, Alors, vous entendez pas Sébastien parce que pour l'instant, je vais couper le retour pour vous. Pendant qu'on parlait de Bienne, c'était juste pour s'assurer qu'en fait, on l'entende. On va prendre la question de Rodrigo Régis. Est-ce que Bienne, finalement, n'a qu'une seule ligne, à savoir la fameuse H2O? Non, je pense pas. Non, je pense pas. non, mais je crois que dans cette équipe, il y a une ligne qui emmène. Et ça, c'est un peu le scénario idéal, j'ai envie de dire, pour les équipes, d'avoir une première ligne quasi incontestable, qui emmène, qui est là quand il faut marquer, débloquer le match et tout. Et puis derrière, il y a 3 lignes qui suivent pas, qui sont juste un peu derrière. Et puis, je crois que le HC Bienne actuellement, il n'a plus trop de blessés. Il y a Kunti, c'est vrai, mais on a l'habitude que Kunti joue pas plus que les 2/3 des matchs d'une saison, et tout le reste, ça suit bien. Il n'y a pas de joueurs à la traîne. Il y a 4 blocs quand même s'il y en a une plus en avant, mais je trouve que c'est normal, on peut pas avoir 4 blocs au même niveau, il y en a une qui va forcément jouer un peu plus, il faut des leaders, il y a une hiérarchie dans cette équipe, et moi je vois que du positif à ce niveau-là. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est pas très bien ce qui se passe actuellement à Bienne. On va reprendre également la question de Kevin. Bienne sera-t-il capable de faire mieux en play-off cette année, car il donne l'impression depuis quelques années de ne plus évoluer. C'est un jugement qui est dur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stabilité cette saison, avec seulement l'arrivée d'Olofsson et de Sateri dans les arrivées principales. Il y a Kristen aussi, qui était en licence B l'année passée, mais qui ne joue pas. Non, Langenthal. Et puis Ritz comme deuxième gardien, parce qu'il en fallait en tout cas 3 actuellement, puisque Van Pottelberg est toujours blessé. Moi, j'ai pas l'impression que Bienne stagne. Au niveau de l'effectif, ça reste similaire. Par contre, j'ai l'impression que Bienne trouve toujours des solutions, en tout cas en début de saison, pour faire ses points et puis être bon. Alors, c'est peut-être le souci qu'il y a à Bienne, c'est qu'on se dit, il faut faire les points, aller en play-off, et peut-être qu'inconsciemment, on se dit, on a fait ce qu'il fallait, on a assuré le minimum, notre saison, elle est en quelque sorte réussie, puisqu'on fait les play-offs. Et puis, le supporter, évidemment, il a envie, et le club, maintenant, on l'a bien senti à la fin de la saison passée, il faut passer une étape, quoi. Il faut aller au moins en demi-finale pour être vraiment satisfait. On a senti que du côté des dirigeants, on essayait de faire passer ce message dans l'équipe, ne vous satisfaisez pas de ça. Quant à savoir si ça va arriver en play-off ou pas cette saison, peut-être que l'adversaire sera un peu moins redoutable. L'année passée, on rappelle quand même que c'était Zurich, c'était du lourd, l'équipe est allée aux 7 matchs. Je pense pas qu'on peut parler d'un vrai échec d'échouer. Mais cette année, la configuration, elle sera comment? Quand on voit le championnat, il est tellement dense, j'ai envie de dire que tout le monde peut un peu battre tout le monde. C'est bateau ce que je dis, mais c'est quand même un peu vrai. Quand on voit que Cloton vient de battre Zurich, Davos et gagner à Berne, je me dis, on n'est encore pas au play-off, et quand on sera en play-off, on en reparlera. Mais c'est sûr que pour Bienne, s'il n'y a pas de passage plus haut que les quarts de finale, on pourra de nouveau parler d'une saison où on a assuré sans plus. Voilà, mais ça, ce sera la fin de la saison. Mais on en parle, hein. On est le 31 octobre, on va encore laisser le temps. Le printemps est loin. Voilà, on va profiter déjà de l'hiver. Et puis, pour répondre à Fabrice, où est donc Docteur Rochette, il a congé aujourd'hui, puisqu'il a travaillé vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, et puis que demain soir, il travaille de nouveau. Il faut bien qu'il puisse aussi de temps en temps respirer, prendre un peu d'énergie, et puis être en forme pour le prochain. Mais on fera passer le message qu'il est attendu. Voilà. Je sais que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu dans Overtime, et certains se languissent de lui, mais il va revenir quelquefois, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du côté du HC Bienne, et puis je vois que Sébastien maintenant, il est installé, il est très attentif à ce qu'on dit, donc on va pouvoir lui remonter le volume. Il a le sourire, en plus il nous entend. Voilà, vous ne le voyez pas encore, mais on va pouvoir l'accueillir, donc on va parler maintenant de Genève Servette et des gardiens avec notre invité Sébastien Beaulieu. Alors tout d'abord, Sébastien, salut à toi, bienvenue. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir, ça fait longtemps.
C'est un plaisir aussi de te recevoir à nouveau. C'était il y a à peu près un an qu'on t'avait reçu dans Overtime. À l'époque, c'était plutôt la grise mine du côté de Genève. Il y avait eu ce match perdu 10-4 contre Ambry. 12 mois plus tard, Genève est premier du classement. 17 matchs, 16 victoires, une seule défaite. Enfin, 16 matchs avec des points, pardon, on va Attention. corriger, voilà. On va pas dire n'importe quoi. Une seule défaite sans marquer de but et de points. Le bilan, Sébastien, de ce début de saison, il est vraiment exceptionnel pour Genève Servette. Oui, le bilan comptable, il est excellent. Après, on n'a pas fait que des bons matchs. Tout a bien tourné, là. Puis, c'est tellement facilitant aussi quand tu gagnes. En fait, on a rarement été dans une position aussi confortable. On évite les problèmes. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose qui se passe de positif. Mais il faut se méfier de ça parce que vous savez comment ça change vite ce sport, comment c'est compliqué. Alors, on essaie actuellement de créer de l'adversité où il n'y en a pas pour être sûr qu'on peut réagir. Parce que les coachs, bon, ils sont peut-être un peu durs, mais il y avait vraiment plusieurs matchs où ils n'étaient pas satisfaits et qu'on est allé chercher les victoires à la fin un peu là, sur le fil. Là. Sébastien, parfois on trouve l'équipe, allez, j'ose le terme, un peu minimaliste. Elle se contente de cet acquis, elle ne veut pas vraiment cartonner, elle s'arrête un petit peu de jouer, elle lève le pied. Voilà le mot que je cherchais. Est-ce que tu partages cette opinion? Je pense pas que c'est lève le pied, mais c'est aussi comment elle est construite. En fait, on a une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent, d'artistes. Il y a des artistes, il y a des joueurs qui vont faire les jeux. Et puis, naturellement, ces gars-là, dans le style de jeu, quand il y a une avance ou quand il y a une équipe moins en forme devant, qu'est-ce qu'ils font? Ils en font un petit peu plus. Ils font un peu plus de flafla, un peu plus de cirque. Et puis, le hockey sur glace étant ce qu'il est, hein, c'est des équipes qui travaillent fort, qui font les petites choses, peuvent battre des équipes de talent. Donc, des fois, c'est ce côté-là, moi, je trouve un peu, là, c'est notre style de jeu. Notre style de jeu, un peu contrôler le puck et en faire beaucoup. Mais il y a des soirs où c'est un peu trop. Dans ton travail, j'ai une question très, très personnelle. Là. On te voit, nous, assez régulièrement dans les patinoires. Explique-nous très concrètement, quand tu vas à la patinoire, quel est ton job depuis le moment où tu vas à la patinoire. Je sais pas à quelle heure, je sais pas jusqu'à quelle heure tu restes. On peut avoir plus lentement, plus longtemps. plus longtemps. Non, mais on peut un peu savoir quel est le travail d'un coach de gardien le jour du match. Bon, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Maintenant, on n'est plus que coach des gardiens. Peut-être que même moi, Genève étant le plus ancien, je pense, dans la Ligue, j'ai encore des droits que d'autres n'ont pas. Mais maintenant, les coachs de gardiens ont beaucoup à faire pour aider le staff. Donc, moi, je me présente à la patinoire à 8 h le matin, comme tout le monde. Je suis le dernier arrivé toujours. C'est le classique. Justement, quand je vous disais que j'ai un peu des privilèges, c'est un peu ça. Parce que les gars arrivent très tôt. Hein. Moi, à 6h30, je suis pas prêt. Là. Les garçons, ils sont trop tôt. Là. Mais donc, on arrive, on prépare. Moi, je fais ma vidéo personnelle pour elle est prête, mais je présente ma vidéo personnelle aux gardiens pendant que les joueurs, eux, ont leur vidéo d'équipe. Il y a ce petit entraînement du matin qui, vous savez, par exemple, en Amérique, il n'existe pas le matin des matchs. Très peu d'équipes s'entraînent le jour de match. En Europe, je pense que c'est une tradition de s'entraîner, de toucher la glace. Donc, nous, on touche la glace une petite demi-heure, 20-25 minutes. Donc, c'est très court. Et ensuite, c'est plus tranquille et je récupère mon gardien à 17 h pour une vidéo finale, une préparation finale. Donc, je te dirais que les jours de match, c'est presque la journée la moins chargée de la semaine, en fait, s'il n'y a pas de déplacement. Je parle pour un match à Genève, là, c'est la journée la moins chargée. Oui, et concrètement, une fois jusqu'à 17 h, ton travail ne s'arrête pas un jour de match. Je peux confirmer que je t'ai vu travailler à Lugano. J'ai pas osé te déranger d'ailleurs pendant que je te voyais bosser. Tu nous expliques un petit peu comment ça se passe? Tu parles de la soirée, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, une fois que c'est lancé, là, après, il y a cette fameuse phase d'attente internationale qui est insoutenable, c'est-à-dire entre 17h30 et 19h30, les coachs de hockey n'ont rien à faire. Donc, et c'est long. Et on aimerait tellement que le match puisse commencer tout de suite. Là, c'est les athlètes qui sont en phase de préparation. Il n'y a vraiment rien à faire dans cette phase-là. Et là, après, on prépare le match, c'est-à-dire la prise en place des statistiques. Maintenant, moi, je découpe ma vidéo en direct. C'est possible maintenant avec la technologie, donc je prépare mes trucs. Et puis quelques encouragements. Puis là, dans la soirée, comme je vous disais, le coach des gardiens a maintenant un rôle différent. Il y a des coachs des gardiens qui sont coachs vidéo aussi. Oui. Et ça, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup d'installations à faire. Et pendant le match, je pense qu'il doit y avoir 200 clips à aller chercher pendant un match, en plus d'avoir les yeux sur le gardien. C'est pas mon cas. Nous, on a un coach vidéo à Genève. Donc, moi, je m'occupe de mon gardien à 100% et j'ai les fameux écouteurs,
l'appareil de communication avec le banc qui a pris une ampleur démesurée parce qu'avec les coach challenge maintenant, il y a beaucoup de pression sur les goalie coachs pour des hors-jeux, pour les interférences sur le gardien. Et puis, le match se termine entre les tiers. Moi, je descends. Ça, c'est pas tous les coachs de gardiens, mais moi, je crée une relation où je descends encourager, donner une petite info à tous les tiers. Je suis là. Si j'y allais pas, les gardiens me chercheraient partout, je pense. Et après le match, là, c'est le débrief tranquille. On profite et on parle avec les coachs parce que maintenant, les athlètes, on les laisse de plus en plus tranquilles après les matchs et on fait le lendemain. Donc, voilà. C'est une longue journée, mais en fait, la journée de match, moi, c'est une journée que j'adore. Je trouve que c'est moins chargé qu'une journée d'entraînement où il y a beaucoup à faire de préparation et tout ça. Est-ce que tu fais toujours un peu de scouting sur les gardiens adverses pour Genève? Oui, toujours. Toujours un petit peu moins depuis quelques années par choix, en fait. Mais oui, à chaque match, je prépare un. Donc là, avant, je faisais une analyse vraiment détaillée. Dernièrement, j'ai trouvé que c'était trop d'infos. En réfléchissant, je trouvais que c'était trop d'infos et finalement, peut-être rater la cible du petit truc. Alors, ce que j'essaie de faire actuellement, en tout cas, c'est de sortir un truc ou deux vraiment puissants et de préparer une vidéo qui tourne dans le vestiaire au-dessus de la machine à café. Là, puis on essaie d'aller chercher, de mettre un peu dans une zone d'inconfort un gardien qui aurait peut-être un truc plus difficile pour lui. C'est ça qu'on essaie de faire actuellement. Moins que dire, on va le battre du côté de la plaque parce qu'il a pris beaucoup de buts du côté de la plaque et des trucs comme ça. Je pense que ça, dépendamment du type d'équipe que tu as, je pense qu'il faut faire attention à trop d'informations. Et on revient sur ce week-end. En fait, ton invitation, elle tombe parfaitement pour parler gardien avec toi. Ce week-end, Robert Mayer n'a pas joué. Alors déjà, il y a Didier qui nous demande est-ce que c'est grave son absence. Il me semble... Non, c'est pas une blessure, c'est une situation personnelle dans sa famille. Là. Donc, il n'y a rien de grave. Il est de retour, il est à l'entraînement ce matin. Voilà. Et on a donc vu Gauthier Desclous 2 matchs consécutifs devant la cage. On sait que sa santé est parfois un peu fragile quand il y a une grosse charge de travail. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui était inquiétant avant le week-end? Non. Oui, je peux pas vous mentir. Hein, je vous dis, Gauthier a été développé et programmé pour devenir gardien titulaire à Genève il y a quelques années. Ça fait partie du boulot du gardien de pouvoir enchaîner les matchs parce que sinon, dans les playoffs, il y a des problèmes. Donc, après, je peux pas vous mentir que ce qui s'est passé depuis une année avec lui, c'est des blessures à répétition. Donc, ça a changé un petit peu ça a changé énormément la donne. On fait attention, surtout pendant la saison régulière. Donc, on s'était préparé à cette saison à éviter le plus possible les matchs, les 2 matchs en 24 heures, mais il doit quand même être capable de réaliser ça, vous voyez. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va faire pour demain, par exemple, parce que Robert est revenu à peine ce matin d'une absence de 4 ou 5 jours. Donc, normalement, c'est même possible qu'on refasse jouer Gauthier encore demain. Il doit être capable de le faire. Je ne peux pas dire que je suis inquiet de ça, mais on fait attention, en tout cas, de façon générale, on essaie de faire attention à lui un petit peu. Est-ce que c'est plus compliqué cette année avec 2 gardiens, j'ai envie de dire confirmés de National League, que par exemple la saison dernière où on avait clairement un numéro 1 et un numéro 2 avec Stéphane Charlin? Non, c'est pas plus compliqué, au contraire, c'est beaucoup plus facile. Le hockey a évolué, la charge de travail a évolué. Donc, je vais vous donner une information, mais quand j'ai approché Gauthier pour lui parler du possible retour de Robert Mayer, sa première réaction, c'était « Ah ouais, super ça. Super parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, quand j'étais avec lui, on pouvait partager les week-ends et puis on était performants et frais. » Vous voyez, l'exemple de ce week-end, moi, ça s'est bien passé samedi pour Gauthier, mais on est rentré quand même à 5 heures du matin là, à la maison. Et puis, dans une situation idéale, on aurait fait jouer Robert Mayer. Donc, les 2 gardiens avaient en tête un match frais, avec l'énergie, donc, on laisse de plus en plus les gardiens au repos à la maison. Hein. Peut-être qu'on aurait même laissé Robert à la maison vendredi pour ne pas le faire voyager. C'était la théorie, vraiment... Sébastien. C'était la théorie à Lugano. J'étais à Lugano, et puis quand on a vu pas de Robert Mayer annoncé, juste absent, tout le monde disait « Ah, mais il le garde pour demain, pour affronter Ambry, il rentrera pas tard, comme ça, il peut bien dormir. » C'est pas faux. Hein. C'est ce qu'on avait prévu en début de semaine, parce que on n'aime pas faire ça. Yann Cadieux, mon coach, est quelqu'un qui respecte beaucoup les dieux du hockey, qui aime beaucoup il n'aime pas ce genre il n'aime pas ce genre de truc. Là. Il pense qu'il peut arriver un truc le vendredi à cause des dieux du hockey, tu sais, si on fait des gestes comme ça. Mais si on regarde en NHL,
Et même en Suisse, actuellement, la plupart des équipes le font. Ça devient assez logique. Hein. Moi, samedi, j'étais cassé parce que dans un bus, tu dors pas bien, tout ça. Mais moi, j'avais pas de match à faire samedi soir, alors que Gauthier avait un match à jouer. Donc, c'est pas évident pour un athlète. Donc, si on a la chance d'éviter ça, moi, je pense que ça fait partie des risques qu'il faut prendre. Alors, on a Ludovic dans le chat qui nous dit Desclous doit être dans les buts vendredi à Fribourg, obligatoire. Ludovic est un supporter genevois, mais qui habite dans le canton de Fribourg. Donc, je pense qu'il veut voir en fait Gauthier Desclous face à Fribourg. Bon, je vais dire à Yann que Ludovic a décidé là, pour y aller comme ça. Là. À part ça, avec ces deux gardiens, comment ça se passe le travail pour toi, puis l'alternance entre les deux? L'ambiance est bonne. Ça se passe super bien, ouais. Cet été, les deux, c'était intéressant. Ça a beaucoup évolué hein, parce que, bon, vous savez que moi, je suis pas langue de bois, hein, je dis la vérité. Donc, quand cet été, les deux voulaient le même os, hein, c'était les deux. Donc, Gauthier, malgré les nombreuses blessures, a fait du bon travail pour nous. Et puis, lui, il ne veut pas laisser sa place. Et puis, Robert était content de revenir vers nous parce qu'il sait qu'il est bien ici, on sait le manipuler, on sait l'amener à haut niveau. Mais en même temps, il m'a clairement dit dès le départ, moi, je n'aime pas regarder des matchs à la bande, hein, je veux jouer beaucoup. Donc, à ce moment-là, aller dans l'été, c'était pour moi une petite problématique. Je me disais, bon, on va devoir gérer ça, on va devoir expliquer, on va devoir être bon. Et finalement, le niveau de la Ligue m'a même aidé à ce niveau-là. C'est que là, la Ligue, elle est tellement compliquée. L'arrivée de 6 gardiens étrangers, alors moi, je leur ai tout de suite présenté ça comme un challenge. J'ai dit, ben là, nous, comme gardiens suisses, je pensais avoir un super duo et essayer d'attaquer le. Et là, on doit être meilleur que 6 énormes gardiens qui ont fait des résultats dans des grands championnats. On doit être meilleur que Giannoni, que Berra, que tous ces gardiens. Alors, ça faisait un challenge qui est différent. Alors, rapidement, on a réussi à les mettre en équipe dans ce challenge-là, à s'oublier complètement. Et ça, c'est déjà réussi, je peux vous dire. Ça a beaucoup changé. Et puis, là, ils ont une cohésion très belle, très belle et très intéressante. Là, j'ai l'impression que tu parles du côté positif du fait qu'il y a des imports dans ce championnat. Les gardiens, ils le ressentent vraiment comme ça, comme quelque chose qui va les pousser en avant. C'est quelque chose que non, hein, quand même pas. Parce que nous, c'est pas l'impression qu'on a quand on va sur les patinoires et qu'on discute dans les staffs ou avec les gens qui suivent les clubs. On a plus l'impression que c'est une concurrence un peu malsaine, un peu, j'ai envie de dire, artificielle. Ben, elle est pas malsaine, mais elle est bon. Pour mes athlètes à moi, pour certains gardiens, ils vont être tirés vers le haut. Écoute, le niveau maintenant. En fait, ces gars-là, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils font peu d'erreurs. C'est ça qui est la grande différence. On avait des très bons gardiens en Suisse depuis des années. C'était juste hein, parce que tout le monde avait des bons gardiens, puis un peu meilleurs, un peu moins bons, mais c'est à des niveaux assez comparables. Mais là, ces gars-là ont tellement évolué dans des championnats puissants en fait, ils font peu d'erreurs. J'entendais parler de Sateri. Moi, j'adore le gardien à Bienne. Et puis, bon, il y a eu des matchs un peu à côté au début, mais c'est constant. Là, c'est toujours la même chose. Alors ça, c'est un sacré défi et ça lance les gardiens suisses sur une autre planète. Mais par contre, les opportunités puis les conséquences de l'arrivée de ces gars-là, ces 6 gars-là, c'est dramatique. Et comme nous, on était déjà en place à Genève avec nos 2 gardiens suisses, on a pu récupérer Robert. C'est pas un sujet qui nous a effleuré l'esprit, mais si Robert n'avait pas été là avec les blessures de Gauthier l'an passé, vous savez très bien ce qui serait passé à Genève aussi. Ça aurait pu arriver ailleurs. Franchement, le signal qui a été donné au printemps dernier avec la performance des 3 ou 4 gardiens étrangers qui sont venus en fin de saison, Juvonen qui a failli éliminer lui tout seul Lausanne, le gardien russe à la Bienne qui était excellent, Kovar qui s'est rendu en finale, ça a donné un très mauvais signal. Moi, je l'ai vu venir cet été, j'ai dit aïe. C'est une décision assez facile à 6 étrangers parce que si on était à 5, ce serait déjà autre chose. Si on était à 4, alors là, on n'en parlerait presque plus. Mais là, les jeunes gardiens suisses, le développement des jeunes gardiens suisses, pour moi, c'est un drame. Là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. Bah, tu réponds à la question de Kevin dans le chat qui voulait justement savoir quel était ton point de vue là-dessus. Tu as parlé de parler sans langue de bois. Alors, Rodrigo a plongé dans la brèche. Il veut savoir quel est le point faible de Gauthier Desclous. Le point faible de Gauthier Desclous, sans langue de bois. Voilà, c'est exactement ça. Aïe. On est entre nous, Sébastien. Il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui nous réécoute. Non, écoute, j'aurais vraiment de la peine à répondre honnêtement à ça. Parce que Gauthier, il joue un match, franchement, là, ce que je veux dire, c'est il joue un match,
il exploite totalement la tactique du jeu, la tactique, pas la technique. Donc, c'est un petit gardien physiquement qui s'est développé, mais de façon avec une précision dans son jeu et précision dans tout ce qu'il fait. Alors, je peux vraiment dire sans gêne qu'il n'a pas de faiblesse apparente. Vraiment. Après, ben, le fait qu'il soit un peu plus petit que les autres, il a dû apprendre à jouer différemment. Il est plus patient, il reste debout plus longtemps. On serait porté à penser qu'un gardien de petite taille comme ça, si on met des joueurs devant la cage, c'est compliqué. Il prend très peu de buts masqués de la ligne bleue parce qu'il se bat davantage, parce qu'il en fait plus que les autres. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre un super-héros, là, mais il a tellement exploité ses trucs qu'il est vraiment aiguisé. Donc, il faut l'avoir à l'usure. Hein? Il faut le faire travailler fort. Comme il consomme beaucoup d'énergie, il faut l'avoir à l'usure. C'est ça. Bon, il y a une question par rapport à un autre gardien, c'est Robert Mayer. C'est une question de Ludovic. Comment est-ce que tu juges le niveau entre son premier passage à Genève et ensuite son départ à Davos, puis Langnau et le retour à Genève? Comment est-ce qu'il a évolué, Robert Mayer? Ben, il a évolué. Moi, je le connais très bien, vous le savez. La dernière année à Genève, donc Robert, c'est un pur sang. Hein. Faut le garder ce qui est plus dur avec Robert, c'est de le garder dans une boîte de tactique, contrairement justement à Gauthier. Donc, il peut faire des grandes choses. Et quand on l'amène dans sa zone de performance, il y a plusieurs goalie coachs, là, il y a 4 ou 5 ans qui venaient vers moi en me disant « Seb, Robert Mayer, c'est le meilleur gardien en Suisse. » Mais alors qu'il n'a pas ce statut entre vous et moi, du tout. Mais eux, ils trouvaient, mais ils disaient que Seb, quand il est dans cette zone-là, il est rapide, il est flexible, il est athlétique, il est bon sur les tirs, il relance bien et tout ça. Donc, il y a un peu tout, mais c'est un pur sang, c'est-à-dire il ne faut pas lui laisser une brèche parce qu'il veut des fois en faire un petit peu trop. Canaliser. Ouais, il est très. Alors moi, j'adore faire ça. Je trouve ça plus agréable de faire ça que de stimuler quelqu'un qui. Ça, c'est un choix. Hein. Mais après, ben, les 2 dernières années, je ne le reconnaissais pas dans le style de jeu qu'on avait construit la dernière année à Genève. Ça n'a pas toujours été parfait à Genève. Hein. Il a eu des hauts et des bas, justement parce qu'il est dur à garder dans cette belle zone de performance. Mais la dernière année, il était en plein contrôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a décroché ce beau contrat à Davos. Il le méritait, hein, parce qu'il y avait un niveau de jeu tellement élevé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du quart de finale perdu contre Berne, mais moi, je l'ai encore dans mon PC. Là, il avait été extraordinaire, très, très dur à battre. Toutes les facettes de son jeu étaient alignées, tout fonctionnait. Ça avait pris toute une saison pour arriver à ce point culminant. Et voilà, ben, je l'ai vu, je souffrais un peu de le voir jouer. Je charriais un peu là, en lui disant que quand je le regardais avec ses glissades à gauche à droite, j'avais l'impression qu'il allait commander des pizzas au bord des bières, au bar pendant les matchs. Et puis là, on a ramené un style plus conservateur, celui qu'on avait. C'est assez facile parce que comme on est arrivé à une finalité après les 5 années, on est de retour à ça. J'ai juste été très surpris qu'il puisse le faire au mois de septembre. Je m'attendais à une longue période d'adaptation. Et c'est parce qu'en août, honnêtement, il m'a inquiété. Là, il n'a pas fait des bons matchs préparatoires. Il avait encore cette impatience un petit peu. Et là, il est de retour il a joué 10 matchs. Il était excellent 9 matchs, très stable, donc je suis très content, très fier de lui. Là. Il y a un autre gardien genevois sur lequel on a eu un œil ce week-end, c'est Charlin, du côté de Langnau. Ça s'est mal passé à Bienne avec 7 buts encaissés. Il a dû venir en relève hier de Luca Bolshauser. Et d'ailleurs, Laurent Antonioli nous pose la question, notre collègue commentateur. Quel est ton regard sur ses performances à lui du côté de Langnau? Est-ce que tu le suis encore? C'est pas évident. Moi, je parlais de lui il y a quelques semaines. En fait, avant que je vous parle de ce week-end, il faut vraiment, réellement, quand on fait du développement sportif, c'est très facile de regarder les highlights, c'est très facile de regarder les statistiques, c'est très facile de regarder les tendances de performance aussi et d'abandonner sur un athlète. Et lui, il a traversé une période très, très dure l'an dernier qui était non prévisible. Hein. Moi, ma décision de le prendre avec nous, je la regrette et je la regrette pas. Sportivement, c'est une mauvaise décision. Il n'était pas prêt à faire face à ce qui allait arriver à notre équipe. Et ce qui allait arriver à notre équipe, c'est-à-dire très peu de joueurs en début de saison, les lendemains de la finale un peu et tout ça, j'ai pas traité ces facteurs-là. En fait, ça, c'est une erreur de ma part.
Mais après, ça restait un athlète qui était prêt, qui est dominant, qui a vraiment des outils supérieurs. J'en parlais cette semaine avec Tanner Richard en déplacement vers Lugano, justement. Et il me disait, c'est fou quand même, cet athlète-là, il y a 2 ans, on était presque tous d'accord on le voyait en NHL. Tu sais, les joueurs, eux, des fois, ils vont un peu vite en affaires. Et puis, Il n'y a pas que les joueurs, je te rassure, les journalistes et les fans aussi. oui, par rapport à ses capacités. Et ça n'est pas disparu. Stéphane, c'est un super gamin. C'est un mec qui est doué. C'est une fine ligne, c'est compliqué. Et là, quand il était, on l'a placé à Langnau, on savait que ça allait être compliqué, hein, parce que c'est une équipe qui est généralement en bas de tableau, puis voilà, c'est un peu plus chaud. Et je ne m'attendais pas à ce que Bolthausser soit aussi dominant que ça. Il est vraiment super. Là. Il y a un début de saison vraiment incroyable. Donc, n'oubliez pas qu'avant de. Moi, ce qui m'inquiétait la semaine dernière, c'est que Stéphane ait joué un seul match, en fait. Je me dis, aïe, un match en 2 mois, le pauvre. Et puis là, on l'a vu contre Bienne, le rouleau compresseur de Bienne ces temps-ci. Alors, quel cadeau empoisonné, mais en même temps, c'est le travail du deuxième gardien. C'est comme ça. Et puis moi, je l'ai eu en message. Il me dit, ben, écoute, Seb, c'est une autre expérience. Ben, j'en ai fait, c'est une autre. Elle est dure, mais c'est comme ça. Et il a eu 58 tirs à Bienne. Là. Il a bien dû faire des bonnes choses. Et moi, j'ai vu les buts de hier. D'ailleurs, on m'a dit qu'aujourd'hui, on allait me questionner sur les buts de hier parce que moi, je les ai trouvés presque tous durs. Je pense qu'il a fait un bon boulot hier aussi. Mais c'est compliqué là, de peu jouer comme ça pendant 2-3 mois et de performer. Et vous savez ce qui lui était arrivé l'année passée, hein, avant ses déboires. Il avait été blessé, aucun match préparatoire, aucun match. Il est encore débarqué là, dans cette situation-là. Alors, on dirait que les choses se sont un peu acharnées sur ce jeune athlète, mais 22 ans, il ne faut jamais oublier ça, avec des capacités incroyables. Et Sébastien, peut-être que les planètes vont quand même s'aligner parce que là, on a vu Bolsi qui sort touché. On parle d'une blessure plutôt au haut du corps, un peu à la Béra, si j'ai entendu juste. Est-ce que c'est peut-être la chance de Stéphane Charlin maintenant d'avoir un peu des matchs, de la confiance qui pourrait revenir c'est un peu ça le message que tu ferais passer? Oui, bien sûr. Et puis moi, oui, c'est une chance comme ça. Il y en a bien besoin parce que là, en fait, il a été lancé, mis à part le match contre Rapperswil, où là, il aurait, je pense, pu mieux faire en début de saison. Le match contre Bienne, je veux dire, avant le match, je m'avais dit, ben, Stéphane va jouer contre Bienne. Je me dis, waouh, c'est un sacré défi, là. Tu peux pas dire que ça va être la petite soirée tranquille au bureau, là, avec les 20 quelque shoots et puis on va bien faire. Donc, ça allait être compliqué, c'était sûr. Donc, oui, en effet, là, si c'est lui qui a la chance de jouer quelques matchs à la suite, il y aura peut-être ces matchs un peu plus faciles pour se mettre en avant. Moi, il y a une semaine ou deux, j'aurais espéré qu'il puisse aller jouer en Swiss League. Je me suis dit parce que l'an passé, on l'a envoyé 4-5 matchs en Swiss League en fin de saison et il a démontré qu'il était très, très fort pour cette ligue. Là. Il a fait avant de se reblesser, malheureusement, ce pauvre enfant. Il a fait 3-4 matchs incroyables. Donc, moi, je veux juste que les gens ils se gardent une petite marge sur cet athlète parce que c'est un athlète spécial, selon moi. Le Si chat, j'ai en tout tort, cas, j'aurais tort. le chat t'écoute avec. Je vais pas dire religieusement parce qu'on est quand même pas à l'église, mais y a Gaëtan qui nous dit si être backup à Langnau c'est compliqué ou y a-t-il un poste pas compliqué? Ben, il y a des postes moins compliqués. Hein. Dans les équipes plus dominantes, on choisit un peu un match où on place notre deuxième gardien contre une équipe de bas de tableau et on le protège avec le titulaire. Là, quand tu t'en vas à Bienne samedi, on ne pourra pas me dire que. En fait, je pense que Langnau, je ne sais pas comment ils ont pensé, je ne veux pas trop juger en plus parce que c'est tellement compliqué, mais j'imagine qu'ils se sont dit ben, ça va être compliqué d'aller chercher ce match-là à Bienne, alors on va pas gaspiller Bolthausser sur ce match. Ce qui est 100% logique, hein, c'est une bonne décision. Et je pense qu'à Zurich, c'était la même chose aussi quand ils l'ont joué contre Zurich. Donc, je pense que c'est ça qui est compliqué dans une équipe où tu donnes beaucoup de. Je pense que recevoir 58 tirs, c'est compliqué. Donc, dans ce sens-là que je dis que c'est compliqué à Langnau. Oui, puis à Langnau, il faut reconnaître que nous, on a été un peu surpris en bien de ce qu'a proposé Bolshauser jusqu'à présent. Et on peut bien imaginer que les coachs, ils voient ça comme nous. Ils se disent, bah, il a la main chaude, il faut y aller, il faut le faire jouer. Et peut-être que maintenant, cette blessure, elle est aussi liée au fait d'avoir beaucoup joué avec Bolsi, hein, parce qu'en début de saison, vraiment, il avait des minutes. Et puis, on a peut-être beaucoup tiré sur la corde. Voilà, c'est une conséquence. Très mal placé pour juger ça parce que j'ai l'impression un peu ce qui est arrivé nous aussi, comme Stéphane était un petit peu léger l'an dernier, on a tiré énormément sur Gauthier, hein, et puis tu n'as pas le choix, il arrive un temps, Patrick Aymon à l'époque devait gagner ses matchs,
Et puis c'est comme ça. Et puis c'est la même chose pour Canterlini, hein. Je le comprends. J'ai trouvé Stéphane pas trop mal dans le match. Le lendemain, Balthazar arrive avec ses 45 arrêts, un but et donne une chance de gagner. Donc c'est évident, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. On a eu pas mal de questions aussi sur les gardiens en avant. Tu parlais d'un gardien blessé. La transition avec Bolshauser, elle est toute trouvée. Il y a la situation à Fribourg avec Connor Hughes là, qui va jouer demain son 8e match consécutif alors qu'il est numéro 2. Il a des très bonnes statistiques. Est-ce que c'est des situations... Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui est en train de se passer à Langnau et ce qui se passe à Fribourg, où Charlin va pouvoir profiter comme Connor Hughes profite de l'absence de Berra pour se mettre en vitrine? Ben oui et non. Moi, je suis très content pour Connor Hughes. On l'a eu ici quelques semaines l'an dernier. Et puis, c'est une belle histoire quand même. C'est ce qui se passe actuellement avec lui. Et par contre, on peut clairement comparer la capacité de Fribourg de protéger un deuxième gardien comme ils savent bien jouer en plus pour Reto Berra. Moi, je trouve qu'ils savent défendre, ils savent prendre l'avance et jouer intelligemment. Ça fait depuis que Christian Dubé est en place, je trouve qu'ils ont cette capacité à jouer pour lui d'une bonne façon. Et lui, il leur rend bien parce qu'il ne fait pas d'erreur. Et là, je pense qu'ils ont continué ça. Donc, sans enlever de crédit à Connor, au contraire, là, il faut le faire. Mais je pense que Fribourg, à ce niveau-là, est plus armé que Langnau pour protéger un jeune gardien. Donc, ça va être une situation différente. Mais comme je vous dis, juste le fait d'avoir des matchs plus accessibles, des matchs où l'équipe va pouvoir davantage gagner que contre Vienne ou contre ces grosses machines, mais peut-être que pour Steph, ce sera une occasion de mieux performer. Moi, j'aimerais il me semble qu'on a un petit peu fait le tour avec Stéphane Charlin, on est d'accord? Oui. J'aimerais revenir sur peut-être cette thématique plus élargie du fait qu'on soit passé à 6 étrangers, qu'il y a 6 gardiens étrangers maintenant dans les équipes. On a compris que pour les jeunes gardiens, c'est plus difficile, à l'exemple de Charlin. Quel message tu pourrais faire passer à un jeune qui se voyait un jour ou l'autre sur la voie de la National League et qui voit quand même que c'est un chemin de plus en plus étroit? Comment toi-même tu motives ces jeunes-là pour leur dire mais abandonnez pas, on aura besoin tôt ou tard de gardiens suisses performants? Ben écoute, je serais menteur j'y arrive pas, donc c'est pour ça que ça me pose un problème, c'est que cet été, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai vu arriver un petit peu, là, je le savais, j'étais certain que la fin de saison, que ça allait arriver comme ça. Ben, je me suis dit que pour un gars comme Stéphane Charlin, qui a des atouts et tout, pour lui, c'était la porte qui allait être compliquée. Et là, on parle même pas des jeunes derrière qui s'en viennent. Imaginez les places qu'il y a, franchement. Là, si on prend les étrangers, les dominants, il reste plus. Regardez Schlegel qui a fait 2 super saisons, il joue plus de matchs. Ludovic Weber, plus de matchs. Alors, on est bien loin de pouvoir dire à un jeune gardien de 18-19 ans, tu vas aller jouer dans cette ligue bientôt. Là, ça serait mentir. Donc, là, on est vraiment sur un blocage total, selon moi. Les quelques meilleurs, les 2 ou 3 qui vont être tirés pour Gauthier cette saison, c'est extraordinaire de faire face à ces gars-là et de devoir être parfait. Lui, ça le tire vers le haut. Mais parce qu'il avait déjà sa place. Mais les autres, Schlegel, je trouve ça tellement injuste. Il était pour moi à un niveau tellement élevé. Voilà, je trouve ça dur pour ces gars-là. Puis derrière, il n'y a pas de place. Donc, Bon, Schlegel, il paye un petit peu ses blessures, hein. Ça faisait 2 saisons qu'il avait pas mal de soucis et Lugano se disait il nous faut un deuxième. Je veux pas faire la défense. C'est vrai que l'année passée, il y a eu un match où ils ont joué avec Faton et Fadani dans les buts. C'est ça. Oui, l'an dernier, je suis d'accord, mais la saison précédente, il a dominé complètement avec Gauthier. Les deux avaient les meilleures statistiques, les deux faisaient le truc et ils ont fait une grosse saison. Mais, OK, avoir un deuxième gardien, d'accord, mais Koskinen, waouh! C'est du lourd. Alors là, ça change la donne. Hein? Ben justement, j'ai une question sur ces gardiens étrangers, là, les 6. Moi, je les trouve vraiment, les 6, très très forts. Toi-même, il y en a un ou deux qui t'ont plus impressionné que d'autres? Ben, celui d'Éric Rubeck est incroyable. Là, je l'ai vu ici, là, pas beaucoup d'erreurs. J'aime beaucoup Satari. Koskinen, il est dans une moins bonne forme ces temps-ci, mais en début de saison, c'était incroyable aussi. Donc, non, ils sont. En fait, c'est des gardiens qui sont déjà établis, ils ont déjà livré, ils savent faire, il n'y a aucun doute sur ces gars-là. Hein. Ces gars-là, ils commettent peu d'erreurs. Le niveau de jeu
le niveau de jeu est pas facile pour eux, mais il est acquis pour eux. Donc, moi, je trouve qu'ils sont très durs à déloger, là. Très, très durs. Ouais. Kevin nous demande si la solution pour les jeunes talents, ce serait de partir à l'étranger. Oui, ben, c'est ce que nous, on regarde avec nos jeunes gardiens de 18-19 ans. Hein. On n'a pas le choix. Ça, c'est pas bon. C'est pas la... Moi, je travaille beaucoup en France. Puis les gens admiraient tu vois qu'il y a tellement de bons gardiens ensuite, malgré les... J'ai dû défendre aussi les points par rapport à la NHL et tout, qu'on n'a pas développé de gars. Ça, c'est encore autre chose. Mais le niveau des gardiens était très bon, hein, dans les dernières années, dans le championnat en tout cas. Puis, et puis là, il y a des gars qui sont bons, qui ne jouent pas. Donc, on est dans un problème actuellement, je trouve. Et puis, c'est trop facile. Hein? Enlever un étranger déjà, là, juste un. Si on était 5, alors après, il y a des enjeux, c'est pas moi qui va changer ça aujourd'hui, là, mais s'il n'y en avait que 5 déjà, il faudrait être plus culotté là, pour s'en priver d'un sur le terrain de jeu. Là. Mais là, à 6 comme ça, c'est compliqué. Hein. C'est une bonne idée de prendre un gardien étranger. C'est ça le problème. Une bonne idée partagée par pas mal de directeurs sportifs. Tu nous as fait un petit peu visiter la patinoire des Werner. On a vu. J'étais branché parce que là, j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis un peu inquiet là. Non, je voulais juste savoir si ça voulait dire qu'on doit t'abandonner maintenant ou pas. Non, 10% les gars, 10%. On n'a plus beaucoup de questions pour toi, donc je pense qu'on va pouvoir te libérer pour aller chercher ton téléphone. Sébastien, merci beaucoup. On a passé beaucoup de temps avec toi. Ça a été compliqué au début pour t'avoir, mais finalement, ça valait la peine. Comme chaque fois avec toi, c'est toujours très intéressant. Et je pense que dans le chat, vous avez aussi beaucoup de plaisir à pouvoir écouter Sébastien Beaulieu parler non seulement de Genève Servette, mais aussi des gardiens en Suisse, parce que c'est un débat qui va durer encore un petit moment. Ça, c'est sûr. Ben, moi, je vais essayer de me faire le leader en tout cas de ça parce que je trouve ça dommage, là, mais vraiment dommage. Je termine, je ne vais pas trop en remettre des couches, mais cet été, on avait des jeunes gardiens à Genève à signer, professionnels, ils le méritaient, ils étaient rendus là. Et mon DG m'a dit, mais Seb, actuellement, je me demande, elle est où la logique de malheureusement de donner des sous pour un jeune gardien comme ça, alors que c'est tellement loin de pouvoir à la fin finir à... Voilà, c'est ça le problème, et c'est très dommage parce que c'est pas comme ça qu'on a fait du hockey depuis 15-20 ans en Suisse. Voilà, ce sera le mot de la fin avec toi. Merci beaucoup Sébastien, on te souhaite une bonne suite de championnat. Très agréable, très cool. Merci, à bientôt. Ciao. Et puis de notre côté, on va partir du côté d'Ajoie. Ouais, Ajoie qui a, pour la première fois de la saison, aligné 2 fois Wolf. Alors on n'a pas abordé le sujet avec Sébastien Beaulieu parce que tout simplement, on ne peut pas non plus tout aborder avec lui. Et puis, ce ne sont pas forcément ses poulains. Mais Wolf a défendu la cage et vendredi et samedi. Ajoie qui est allé gagner à Ambry, qui a offert une très bonne résistance même face à Zoug. Avec, pour ce deuxième match, un excellent match de Team Wolf. Donc... peut-être que là, on peut se dire que lui qui est en concurrence vraiment directe avec Tchatcho, puisqu'on a 2 gardiens, 1A et 1B, mais vraiment, il n'y a pas une grosse hiérarchie. C'est à se demander quand même si Wolf, cette concurrence, il n'a pas un petit peu de la peine à s'y faire par rapport à ce qu'il a connu la saison passée, même si ça lui permet de plus récupérer, mais peut-être qu'on a des gardiens qui ont besoin d'enchaîner les matchs et je ne sais pas si c'est une vérité dans ce que j'affirme maintenant, mais en tout cas, il a fait un super deuxième match en 24 heures. Et du côté d'Ajoie, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus et qu'on va se souvenir que Wolf, quand il doit enchaîner, fait du bien. Bon, on a aussi vu que Tchatcho, c'était parfois un peu compliqué aussi l'enchaînement des matchs. Exactement. Il a eu ça juste avant. Les 2 matchs avant, c'était lui qui les a commencés. Il n'a pas fini le deuxième d'ailleurs, du côté de Langnau. Contre Langnau, oui. Contre Langnau, ouais, il est sorti après le 3-0. Effectivement, c'est une thématique intéressante et c'est vrai qu'on en a parlé juste avant tous les deux et tu me soulevais ce point-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a vu l'année passée que Team Wolf avait été bon parce qu'il avait beaucoup de travail, qu'il était souvent sollicité. Alors c'est clair que c'était trop parfois. Il faut aussi qu'il puisse respirer un petit peu, qu'il puisse se reposer parce que sinon il va se blesser. On le voit avec Berrand, on le voit avec Boltzhauser. On a des exemples concrets cette saison de ce qu'il faut faire attention. Mais je pense effectivement que Wolf, dans l'enchaînement, est meilleur que dans un match sur 2. En tout cas, c'est le premier sentiment qu'on peut avoir. Ça demandera probablement encore confirmation sur la suite. On va
pas tirer de conclusion après un week-end comme celui-là. Mais Non, mais contre Zouk, c'est vrai que c'était intéressant. C'était une équipe qui avait besoin de se relancer. On a vu du coin de l'œil, pour moi, que Zouk était très appliqué. Il fallait gagner. Ils sont venus très sérieusement. Ils ont mis Genoni parce qu'il fallait gagner. C'est le plus petit score possible. Ce 1-0. On va dire quand on est champion et puis qu'on va gagner 1-0 pour Antruy, on se dit on a fait un bon match. Oui. Et puis but un peu à la Klingberg, hein, c'est lui qui marque, mais vraiment, j'en parlais avec Jonathan et Stéphane pendant le match interactif, et vraiment ça a été la remarque, c'est un but à la Klingberg. Donc c'est pas en plus un gros but. Genre un solo ou un slapshot de Gregory Hoffman en powerplay. Non, c'était vraiment... Zoug a gratté sa victoire et c'est peut-être quelque chose qui a été important pour Zoug. Et on a vu ce sérieux sur la glace de Port-Antruy, ce qui a aussi mis Ajoie en difficulté parce qu'il n'y a pas eu la place pour les artistes comme Azon, comme De Vos, qui pourtant actuellement tournent vraiment bien. Voilà, il y avait aussi cet aspect manque de fraîcheur. Zoug n'avait pas joué la veille. Ajoie était rentré d'Ambry assez tard dans la nuit. Clairement que ça a pesé aussi sur le jeu offensif du HCA sur ce match-là. Et il n'y avait pas le feu autant. Par contre, Ajoie a fait un excellent match au niveau de l'organisation, de la défense. Et ça, je pense qu'il y a des éléments quand même assez positifs à retirer de ça. Quand on a un bon gardien sur qui on peut compter, une bonne organisation, une équipe qui défend fort, qui veut... eh bien, on peut prétendre à un peu mieux, à condition qu'on n'ait pas ce désavantage. Parce que je pense qu'on peut dire que là, il y avait clairement un gros désavantage entre une équipe à Joulotte limitée qui doit tirer sur ses leaders et un champion qui arrive avec ses 4 lignes. Et en plus, en étant frais, en n'ayant pas joué la veille, il y avait tout qui se liguait pour que ce match-là, il n'y ait pas vraiment d'exploit, malgré cette partie de bon niveau disputée par les Ajoulots de ce jour-là. Il faut dire que le calendrier ce week-end était vraiment particulier. On en reviendra. On se pose beaucoup de questions à la entre fois nous. quand on parlera un petit coup de Fribourg. L'autre chose qui s'est passée aujourd'hui du côté de Port-Antruy, c'est la prolongation pour 1 mois de Martine Bakoche, un contrat qui a été prolongé jusqu'au 30 novembre. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne le garde pas jusqu'au bout, mais on lui donne encore la possibilité de jouer avec les Ajoulots. Il a 14 matchs, 3 buts, 8 points. Ton bilan, Régis, de Bakoche? Alors, je suis un peu mitigé avec lui. Je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne pioche. Maintenant, j'attendais peut-être le saut en avant par rapport à ses débuts, où il arrive dans l'équipe juste avant le début du championnat, il faut le temps de se faire sa place, même s'il connaissait le système Péchan. Pour moi, ça suffit pas pour dire ah ben oui, on rentre et d'entrée on fait un carton. Je pense que Ajoie n'a pas fait un mauvais choix de le prolonger, ni en l'engageant ni en le prolongeant. Par contre, je pense qu'on attend plus de lui, que ce contrat d'1 mois, il veut un peu dire ça, il veut dire on te fait encore un peu confiance, on te donne des matchs de plus, mais en retour, on veut plus de ta part et on refera les comptes dans 1 mois. Je pense que c'est plutôt une bonne solution. Moi, je pense qu'en filigrane, il y a quand même la question de se demander s'il ne manque pas un centre dans cette équipe pour amener un plus offensivement. Parce que c'est vrai que quand on voit Gauthier en centre du 2e bloc, il est excellent dans son rôle, mais est-ce que dans un 2e bloc de National League, on ne devrait pas avoir un joueur un peu plus créatif, qui est capable de marquer davantage, enfin un peu plus un centre, j'ai envie de dire à la De Vos, excusez-moi de le dire comme ça, parce que ça reste une référence pour Ajoie. C'est un bon point de comparaison pour les Ajoulots. Je sais qu'il n'y aura pas de Vos dans cette équipe, il y en a qu'un qui a cette personnalité, il est pas remplaçable comme ça, on va pas en faire un deuxième, on va pas le trouver facilement, mais enfin un peu plus dans cette filière-là, ce qui permettrait de mettre un Gauthier, gros travailleur, très bon aux engagements, qui fait du bien physiquement dans les bandes, enfin il a plein de qualités, mais pas vraiment les qualités qu'on devrait voir dans un 2e bloc. Voilà. Alors je me demande si on se dit pas, on se donne un mois de plus pour regarder si on trouve pas ce centre qui existerait et qui amènerait peut-être un peu plus ce qui nous manque, un peu de créativité, un petit peu d'animation offensive, parce qu'à Joie, on manque quand même un peu.
Bah, en même temps, avec ton long développement, tu as répondu à Joris qui se posait justement la même question, à savoir si ce contrat d'un mois, c'était pas aussi la possibilité pour Julien Vauclair de chercher encore un complément, que ce soit à l'aile gauche ou au centre, Alors, plutôt qu'un bas-gauche. le problème, c'est que je connais Julien Vauclair. Si je l'appelle, si je le croise et je lui pose la question, il va pas oser répondre. Franchement, on l'a comme roue de secours. Et je peux comprendre aussi, hein, on dit pas on engage un gars encore pour un mois supplémentaire parce que c'est notre roue de secours, parce qu'on n'a pas trouvé le bon pneu en quelque sorte, si je peux prendre cette image. Donc je pense pas qu'il répondra. C'est ça donc. Non mais enfin voilà, mais je pense que Bakos n'est pas le joueur idéal dont Ajoie a besoin, mais comme il l'a pas sous la main, et quand même pour Ajoie il y a eu tellement de problèmes avec les étrangers la saison passée, on a dit dès le départ au club il faut de la concurrence, donc en ayant 7 ça pousse en avant. Et puis moi je glisse quand même au passage que depuis que Eisen est revenu, qu'il y a une certaine concurrence, qu'il y a un certain tournus, et ben il y a un TJ Brennan qui est extraordinaire, qui est devenu quasi incontournable, comme si lui aussi sentait que il fallait élever son niveau, il fallait se montrer tout le temps, et il fait beaucoup mieux les choses, il est beaucoup plus appliqué, beaucoup moins olé olé pour donner une image. Donc je pense que c'est dans la logique d'en avoir 7, et Ajoie, je pense, ne peut pas faire cette économie de se contenter de 6 étrangers d'ici la fin du championnat. Ouais, on l'a vu en plus l'année passée avec des matchs à 2 étrangers parce qu'il y en avait 3 qui étaient blessés sur les 5. C'est vrai qu'il y a aussi ce passif du côté de Port-Instruit. Kevin nous dit est intelligent avec la pause de novembre, il ne jouera pas beaucoup là, c'est vrai qu'il a fait une semaine en moins. Et puis Pierre nous dit ou alors c'est pour laisser le temps à De Rongs de se mettre dans le bain de la National League. C'est vrai que lui, il revient de blessure, il n'a pas eu de préparation, donc il est en train de la faire maintenant. Oui, alors après, je l'ai pas vu jouer, donc je peux pas juger. Il est encore en phase de rodage. Je veux dire, à terme, je pense qu'il peut prétendre à mieux que d'être un ailier de 3e bloc. Mais il a encore rien prouvé en National League. Donc, c'est comme tout le monde, il y a de la concurrence. On va pas lui ouvrir les portes et dire « Ah ben tu reviens, t'as manqué 6 mois, tu fais ton premier match en National League sous nos couleurs. » Il en a fait avec l'automne, mais il y a 5 ans maintenant. Donc, tu reviens et puis on te met dans le premier bloc. Comme ça, non seulement il faut qu'il trouve le rythme, et il faut qu'il fasse ses preuves, et il faut qu'il fasse ses preuves au match déjà, peut-être dans un bloc un peu moins huppé que le premier, et puis aux entraînements aussi, il faut montrer qu'on peut accompagner des duos comme De Vos Season, et on sait que c'est pas toujours si facile que ça de soutenir le rythme. Voilà, moi je pense, De Rongs, donnons-lui un petit peu de temps. Moi je l'ai vu qu'un match, je jugerai pas sur ce match. C'était un des tout premiers en plus. C'était son premier, donc, voilà. Il était vraiment pas en gameship, comme on aime dire. Il fallait qu'il trouve ses marques. Et puis, comme tu le dis, on le voit encore. Hein, on voit que Péchan, il est encore en train de chercher le 3e homme sur son premier trio avec Schmutz. Il a essayé d'autres personnes aussi pour accompagner Hazen De Vos parce que, comme tu le dis, il faut les suivre les deux, d'autant plus que ça carbure bien actuellement pour les deux. Et... Moi, je me mets à la place de tout le monde. Qui d'autre que Reto Schmutz quand il est capable d'assurer ce rythme. Pour l'instant, je n'ai pas vu le complément idéal. Bakos, quand il a joué dans le premier bloc, il n'a pas joué beaucoup, mais il n'a pas non plus boosté cette ligne en avant. C'est peut-être pas si évident que ça, donc peut-être d'ici quelques semaines, ça ira de soi qu'on met Yann De Rongs parce qu'il a remontré qu'il avait trouvé son niveau, que son genou fonctionnait comme si de rien n'était et qu'il savait marquer sa place. Voilà, et qu'il était un vrai joueur de National League. Aujourd'hui, je peux pas l'affirmer. Non. On peut penser que c'est un bon joueur. Il y a le potentiel, j'en suis persuadé, mais j'attends les preuves. Il y a toujours le saut à faire. Alors c'est vrai que quand on regarde ses anciens coéquipiers comme Brennan, comme Ang, le saut il est fait, mais c'est aussi des joueurs qui étaient en Swiss League parce qu'ils n'avaient pas ces références-là à l'étranger au moment de les signer. Turgovie était le mieux placé aussi pour les engager. Ang est encore jeune. Ouais, on peut pas comparer. Non. Mais voilà, on voit aussi que Ang, là, il a un petit peu un coup, il est moins buteur. On le connaît maintenant. Parce que les gens le connaissent. Donc voilà, c'est toujours la même clair. chose. Quand tu as joué de Swiss League, il y a toujours l'effet waouh au début, puis ensuite il y a un petit peu de tassement parce que tout le monde le connaît, et puis ensuite il trouve ses marques. Ça va être la même chose avec De Rongs, le temps qu'il trouve ses marques.
comme tu le dis, à savoir est-ce qu'il sera joueur de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne, bah ça à lui de nous prouver où est-ce qu'il sera dans la hiérarchie à jouer. Exactement. Voilà pour le HCA. On part du côté de Lausanne. Allez, on y va. Du côté de Lausanne, alors on va pas parler du classement, on va pas parler des résultats, on va parler d'un fait. Régis, Corey Emerton aligné en défense. Alors là, j'avoue... Bon, on l'a pas senti venir. Voilà. Je crois que même lui, il a pas senti venir. Mais visiblement. il a pas marqué depuis décembre l'année passée et hier 2 buts. Alors il y a le premier qui est un but de gag. Je pense que même Roubets, il sait toujours pas comment est-ce qu'il est passé entre ses jambes. Mais voilà, ça a été compliqué pour Lausanne. Corey Emerton qui doit trouver ses marques. Là, il joue avec Martin Garnat. Hier, il était aligné avec Martin Garnat sur la première paire de défense. C'est un sacré changement pour lui. Là, on est un peu scotché de voir Emerton tout à coup placé dans la défense. Maintenant, c'était un centre défensif dès le départ. À quelque part, c'est plus logique d'avoir lui que d'avoir d'autres. Ce sera pas Yeri Seca. Voilà, exactement. Donc, quitte à choisir un attaquant, autant le prendre. Bah, il faut quand même rappeler que s'il a été placé en défense, c'est pas qu'on les a tous recalés, les défenseurs de Lausanne, c'est qu'il en manquait 2 pour blessure et 1 pour suspension, avec Elner Glauser blessé et Genadzi suspendu. C'est quand même 3, j'ai envie de dire, indiscutables, même des 3 premières lignes, donc des 3 premières paires. Donc quand il manque ces joueurs-là, on peut comprendre qu'il y a une certaine urgence à trouver une solution. Voilà, Emerton, hier il a fait son match, hier il a même marqué parce qu'il est dans une autre position qui lui permet peut-être d'avoir des lignes de shoot qu'il a jamais quand il est centre. On va pas non plus le juger sur un seul match, mais force est de constater que John Fust a eu la main heureuse et qu'il reconduira probablement ça s'il en a besoin, s'il n'y a pas de retour sur les prochains matchs. J'ai plus en tête si Genadzi est encore suspendu. Tu sais, Stéphane, toi? Stéphane. Écoute, là tu me mets un doute. Donc Pascal. je préfère déjà que j'ai bien commencé en disant une énormité au tout début de l'émission, je vais pas en donner une deuxième. Ok, bon bah si le chat est au courant, laissez-nous un petit commentaire pour nous le rappeler. Mais il me semble que pas, mais c'est pas sûr, c'est à 50% que je dis ça. Il me semblait que c'était un seul match. Bah en tout cas, à voir si Emerton est confirmé en défense. Par contre, faire un point à Zurich, c'est quand même pas si mal. Je pense qu'il n'y aura pas toutes les équipes qui ressortiront du championnat en se disant on a pris un point dans cette nouvelle patinoire. Il faut donner crédit, même si ça reste une défaite, même si la situation est précaire. Michael nous dit qu'il a purgé ses 2 matchs. Ok. C'était 2 matchs et voilà. Donc, il y a un défenseur de plus pour John Fust. Voilà, donc demain on verra s'il est de retour ou pas, ça c'est la question. Enfin, de retour, oui, mais si Emerton est confirmé en défense ou pas, bah vu ses performances, allez savoir. Pourquoi pas, il manquera toujours normalement Elner et Glauser. Donc moi je ne serais pas très très surpris de ça. Mais maintenant... On va aussi rappeler qu'il y a Mackay Holdener aussi, qui est utilisé parfois comme 7e ou 8e défenseur, qui est aussi un attaquant. Mais après, pour répondre à la question de Quentin, j'ai pas regardé tout le match non plus. Est-ce qu'il a coûté des buts au LHC? Je pense que Emerton sera quand même plus responsable défensivement qu'un Mackay Holdener qui est... en tout cas, il a un peu de la bouteille, on va dire ça comme ça. Parce que Holdener, c'est le même cas. C'est un attaquant reconverti. Donc oui, on peut quand même légitimement se dire que s'il y a le choix entre les deux, surtout qu'il y a toujours blessé et Salomeki et Raffel, donc il n'y a pas à se dire on met un étranger surnuméraire ou pas, les Lausannois n'en étaient pas là. Bon, Emerton, j'essaie de regarder son plus-minus d'hier, je ne l'ai pas analysé, il est à 0. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est pas plus mal. Ouais, faudrait voir en fait s'il a encaissé 2 buts ou quelque chose d'autre. Zurich a marqué 3 buts en supériorité numérique, les Lausannois 2. Dont le dernier, exactement, à 4 contre 3. Les Lausannois en ont marqué 2. On rappelle que dans les statistiques, les plus-minus, ça ne compte pas, les supériorités numériques. Donc forcément, ça limite un peu le risque d'être en beaucoup plus ou en beaucoup moins, on va dire ça comme ça. Mais enfin, moi, j'étais pas au match non plus, c'est pas moi qui l'ai commenté, je vais pas non plus juger le travail d'Emerton shift par shift en quelque sorte, mais simplement se dire que c'est une bonne solution qui a été trouvée sur ce cas-là. Maintenant, il faut trouver comment faire des points pour les Lausannois.
Alors, je suis comme toi, le point fait à Zurich, c'est une bonne nouvelle pour le LHC. Après, je regarde dans le chat et puis on nous rappelle aussi d'autres anciens attaquants, notamment Genadzi, ancien attaquant Eh oui. qui joue en défense. On a parlé d'Oldener, il y a Arnaud Jacquemet à Genève, il y a Randeguer à Cloton, qui est aussi un ancien attaquant qui joue en défense. Il a même fait le chemin inverse que son frère, qui lui a commencé en défense puis a fini en attaque. C'est quelque chose de possible. C'est vrai que les attaquants défensifs, pour ça, ont une meilleure qualité parce qu'ils ont l'habitude déjà d'avoir des responsabilités défensives plus poussées que les purs artistes comme Marc par exemple. On le signale souvent d'ailleurs chez nous, on nous le reproche un petit peu, mais voilà. Mais bon, c'est pas un centre, c'est pas un centre, mais voilà, on pourrait mettre, pour faire un parallèle, un Richard à Genève, il pourrait jouer en défense parce qu'il a l'habitude aussi de ce jeu défensif comme un Corey Merton. Je serais pas plus inquiet que ça si de le voir jouer. C'est aussi par rapport à ça. Après, on a des questions dans le chat. Exactement. Je pense que tu as vu les questions. Voilà, Rodrigo. Je prends celle de Rodrigo. Est-ce que le LHC arrivera un jour à gérer ses avances de but? Je pense que c'est ça. Ses avances de but. Alors ça, c'est une bonne question. Malheureusement, c'est difficile à dire comme ça. On avait Zurich en face. D'après ce que j'ai cru comprendre, 3-0, c'était pas vraiment en adéquation avec ce qui se passait sur la glace. Donc forcément, à un moment donné, il y a le risque que ça s'enflamme. Zurich va monter en puissance, va continuer à... Donc hier, je pense pas qu'on puisse crier à la grosse désillusion d'avoir vu Zurich revenir à égalité pour finalement l'emporter en prolongation. Je pense que sur ce match-là, il n'y a pas en tout cas à avoir d'énormes regrets. Oui, on peut avoir des regrets de voir un but encaissé dans les 2 dernières minutes pour l'égalisation, mais dans la forme... Je veux dire, si on présente les statistiques à quelqu'un qui n'a pas regardé quand les buts avaient été marqués, il dira que les Lausannois ont fait plutôt une bonne affaire en arrachant la prolongation et rentrent avec un point qui sera, quoi qu'il en soit, pas un mauvais point. Je pense que c'est pas ce match d'hier qui fait que les Lausannois se retrouvent actuellement à l'avant-dernière place du classement. On sera tous d'accord avec ça. Non, puis hier, des petits bouts que j'ai regardés, il y avait un Sven Andrighetto qui avait vraiment envie de gagner. Je sais pas s'il a quelque chose contre Lausanne, mais vraiment, il était... chaque fois que je regardais... Il y a un contentieux quand même. Il était énervé, il cherchait les joueurs lausannois. Il parlait avec les arbitres en permanence, il a pris une pénalité. Il a discuté pendant 5 minutes avec l'arbitre avant de se calmer. C'était la fin de la pénalité quand il était calmé. Donc voilà, je pense Zurich avait mis une petite coche sur ce match-là en se disant celui-là, on peut pas le perdre. Voilà. Demain, ce sera pas forcément plus évident parce que ce sera Rapperswil à domicile, même si les Lakers ont perdu une première fois lors de leur dernier match. C'est une équipe extrêmement solide qui a pas pour habitude de s'en laisser compter. Je suis pas convaincu que ce soit le match idéal pour relancer le LHC, ce déplacement à Rapperswil. Mais bon, à Zurich, il y a quand même eu un point. Pourquoi pas nous surprendre, mais c'est pas le match idéal, voilà. Puis les questions auxquelles je faisais aussi référence, tu me vois venir avec mes gros souliers. On a une semaine de la pause des équipes nationales. Lausanne, tu l'as dit, est avant-dernier. Est-ce que la tête de John Foust est menacée? C'est difficile à dire. Évidemment que tout le monde se demande depuis un petit moment si on actionnera le siège éjectable. Ce qui se passe, c'est qu'à Lausanne, on a toujours tendance à gagner les points qu'il faut pour sauver la tête du coach. John Fust a cette faculté de toujours gagner le match qu'il ne faut pas perdre, sinon on se dit bon, c'est fini. Ça a été le cas récemment face à Zug et je pense qu'il sera encore là dans une semaine. Comme ça, là, au feeling, j'ai tendance à le penser. Est-ce qu'on fait comme avec Chris Maxorley, c'est-à-dire que s'il gagne le derby samedi, sa tête est sauvée? C'est ce qu'on avait dit sur Max Orley juste avant un derby contre Ambry. Alors, clairement que s'il gagne celui-là, sa tête sera sauvée. Mais moi, je réponds autrement, Pascal. Est-ce que le problème LHC, c'est vraiment John Fust? Je suis pas convaincu qu'il soit le nœud du problème lausannois. Je pense que c'est un problème plus profond que ça. Et puis, on n'a pas une équipe qui a montré vraiment qu'elle avait des qualités intrinsèques pour faire vraiment partie j'ai envie de dire quoi, de la première moitié du classement. Moi, je pense pas que cette équipe peut tôt ou tard régater à la régulière avec les équipes de la première moitié du classement. C'est qu'un feeling.
Mais ce que je vois des joueurs, ce que je vois du jeu présenté, je suis pas convaincu qu'un coup de dé avec un nouveau coach, nouveau staff changerait complètement cette équipe. Et puis, ils peuvent nous faire comme l'année passée où ils avaient enchaîné à partir de janvier plus de victoires que de défaites pour remonter au classement. Certes, c'était trop tard pour avoir une place dans les 6, mais ils partaient de moins loin aussi. J'ai l'impression que là, ils vont être obligés quand même d'en aligner quelques-unes des victoires, s'ils veulent terminer ne serait-ce que dans les 10. Mais ils doivent faire comme Genève l'année passée où ils avaient fait plus de 2 points par match après la pause de novembre. C'est une performance qui est très difficile à faire. On l'a vu avec Genève, ils sont arrivés épuisés en pré-playoff d'ailleurs. Bon, on verra. Je pense que si on regarde encore le classement, on a actuellement des équipes comme Langnau et Cloton qui sont montées, j'ai envie de dire, au niveau du classement. Est-ce que c'est amené à durer ? J'ai quand même un petit peu de peine à répondre par l'affirmative. Les Lausannois, je pense là, ils ont des places à aller gratter, mais gratter beaucoup plus haut, pour l'instant, je ne vois pas vraiment le bout du tunnel. Je t'avoue que moi je me fais plus inquiétude pour l'équipe qui est derrière Lausanne, qui est Lugano, où là j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore plus de soucis dans le jeu. J'ai pas vu. Alors toi tu j'étais à Lugano vendredi. Vendredi, mais j'ai pas l'impression encore que les choses se mettent en place. Alors clairement, je trouve qu'il y a un potentiel qui est supérieur à celui du LHC en termes de qualité de joueurs. Mais alors, le potentiel, il est sous-exploité à un niveau incroyable parce que je vois plein de joueurs qui ne sont pas du tout au niveau. Alors, Marc Arcobello a enfin marqué, il a réussi un doublé face à Rapperswil, mais depuis, il est retombé au même niveau quasiment qu'il l'était avant, quasiment inexistant contre Genève. Il y a des joueurs qu'on voit pas, des Kaski qui devraient être la locomotive offensive qui est à côté de la plaque. Fazzini, il se demande toujours s'il joue dans l'équipe ou s'il est encore à l'entraînement. Enfin, il y a plein de joueurs qui sont pas du tout. Et puis donc là, je pense que Lugano est mal parce que c'est vraiment pas le vrai visage que l'équipe est capable d'amener. Elle a été vraiment secouée, elle a pas été montée au niveau où elle aurait dû. Et puis pour l'instant, elle est loin du compte. Est-ce qu'elle est capable de s'en sortir ? Je n'ai pas la réponse, mais ça va être compliqué pour elle aussi de briguer une place dans les 10, ça c'est sûr. Alors, on a de nouveau une question gardien de Rodrigo. Est-ce que la solution pour Lausanne, ce serait un gardien étranger ? C'est pas lui qui a marqué les buts. Non, et puis sur ce que je vois de Poulenovs, c'est bon, c'est même excellent. Le problème de Poulenovs, c'est qu'il a déjà été blessé. Chaque saison, il a des soucis. Donc, il va pas pouvoir, je sais pas, il reste quoi, 37 matchs pour Lausanne ou 36. Il va pas pouvoir en faire 34 non plus. Donc, il a besoin d'un backup. Aujourd'hui, Tobias Stéphane, ça a été très compliqué jusqu'à présent. Lui aussi a été blessé récemment. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est capable de revenir à un niveau, j'ai envie de dire, qui fera de lui un vrai backup Pour l'instant, c'est plutôt non que oui, mais il peut nous surprendre. Peut-être qu'aux entraînements, il est en train de cartonner depuis une semaine et puis on attend qu'un match à Rapperswil pour le relancer. Je sais pas, je lance ça, mais j'ai aucune info par rapport à ça, que ce soit clair. Je pense que Tobias Stéphane... il a l'air sur le déclin, mais il a été tellement bon par le passé quand même que peut-être qu'il en a encore sous le patin, je ne sais pas. Il y a Pierre qui propose comme sauveur de Lugano, mais on peut aussi le mettre pour Lausanne, je pense. Stéphane Rochette, il aurait la trempe dans mon coach. Stéphane a déjà coaché, mais dans les rangs juniors. Ouais. Et puis non, je crois qu'on y tient un petit peu non, trop mais je crois qu'il répond. Stéphane Rochette. Non, mais lui-même, je pense pouvoir répondre pour lui. Il est bien dans son poste de consultant. Il préfère sa tablette au tableau avec les feutres et puis à la pression d'être sur un banc. Je crois que c'est quand même plus sage pour sa santé. À la transition avec le gardien étranger est tout trouvé pour parler du dernier club roman, celui qui n'a pas joué, à savoir Fribourg-Gotteron. On a quand même décidé d'en parler, Régis, parce qu'il y a de l'actualité du côté des Dragons. Alors on rappelle, ils ont joué mardi, ils ont gagné 2-0 à Rapperswil. Là, ils ont eu un week-end sans jouer, mais on a appris ce matin dans La Liberté que Reto Berra souffrirait d'une hernie discale. Alors on n'a pas je mets du conditionnel parce que ça n'a pas été confirmé par le club, et qu'actuellement il est en train de se poser la question, est-ce qu'il doit se faire opérer ou non ? Parce qu'on sait que maintenant l'hernie discale, l'opération n'est plus forcément obligatoire, mais s'il se fait opérer, c'est quasiment une fin de saison.
On se doute bien que c'est pas une opération bénigne. C'est en plus une opération Je suis pas médecin, mais d'après ce que j'entends, c'est quand même une opération à risque qui n'est pas garantie avec succès. Maintenant, on n'a pas de confirmation que c'est une hernie discale. On a des infos qu'il a demandé au Toubib des avis. C'est sur lui que repose la décision. Mais je pense que lui, il doit se tâter encore, parce que si elle était si évidente que ça, il l'aurait déjà prise cette décision et on saurait qu'il est absent pour une telle durée et puis on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'on sait qu'il a mal depuis longtemps. Ça date pas depuis 2-3 mois, ça date déjà de la préparation, qu'il avait des problèmes de dos, donc il est en train de traîner ça en longueur. C'est une blessure sur on le en long parlait, terme. voilà. Sur le long terme. Je pense qu'avant, il avait cette blessure, mais il n'en parlait pas. Hein, ça veut dire qu'il faisait avec, il souffrait en silence, il se faisait soigner autant que possible. Et puis là, il est arrivé à un stade où ça devient plus gérable, disons-le comme ça. Donc, s'il suffisait de s'arrêter 2 mois, puis de dire, tu reprends au début décembre, et puis c'est bon, la saison, tu vas la finir. Probablement qu'il signerait, mais c'est souvent plus compliqué avec le dos. C'est quand même une blessure, j'ai envie de dire de merde, si je peux utiliser ce terme, parce que c'est pas du tout comme une jambe cassée. Et hernie discale, forcément que toute la suite pour Gauthieron va être impactée. S'il n'est pas là, autant je crois que Conorius fait l'affaire maintenant, mais Gauthieron pourra pas faire l'économie d'aller chercher quelqu'un, à mon avis, si il se fait opérer et qu'on dit Berra retour au mois de mars. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Pascal. Ça m'intéresse. Écoute, moi j'ai l'exemple. Alors c'est un exemple de beach volley, c'est Johanna Hedrich qui a eu une hernie discale il y a de cela 2 ans et demi. Puisqu'on diffusait encore le beach volley à l'époque, elle avait forcé un petit peu. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais vu qu'elle avait beaucoup de tape dans le dos, et j'en avais parlé avec un de mes consultants, une consultante en l'occurrence. Je disais que je trouvais que c'était risqué d'avoir autant de tape sur le dos, parce que justement, encore plus au beach volley, c'était important. Ça s'était aggravé lors du tournoi d'Hochstadt. Elle avait dû abandonner et elle était revenue. Alors bon, après, la saison se termine au mois d'octobre, mais elle était revenue que l'année d'après et elle s'était fait opérer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très risqué. Je souhaite pour Reto Berra qu'il puisse éviter l'opération, parce que justement, ça peut être, surtout quand on est plutôt vers la fin de carrière que vers le début, très handicapant. Il y a le retour qu'il faut, la rééducation, retrouver la flexibilité, retrouver toute la mobilité. Suivant la gravité de l'hernie discale. Alors je ne suis pas médecin non plus, mais je sais que suivant quoi, ils essayent plutôt d'accrocher 2 vertèbres ensemble. Et pour un gardien, accrocher 2 vertèbres ensemble, ça veut dire perte quasi complète de mobilité bien sûr. suivant où est-ce qu'elle est placée dans le dos. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il peut soigner sans l'opération. Par contre, si vraiment il y a plus de médecins qui lui disent écoute, il faut que tu te fasses opérer, qu'il le fasse très vite pour qu'il puisse revenir le plus vite possible pour Fribourg. Comme tu le dis, mars, c'est vrai qu'on parle de 4 mois en cas d'opération. C'est crédible. C'est crédible. Il faut quand même prévoir aussi la rééducation, la remise en forme, récupérer des réflexes, le retour en game shape. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais plutôt de fin de saison. C'est vrai que pour l'instant, il y a Conorius qui fait le boulot, comme tu l'as dit. Moi, je suis très content de voir Conorius à ce niveau-là, parce que impressionné. L'année passée, on en parlait déjà, il était moins bon. Moi, je l'avais un petit peu défendu dans un overtime en disant que ce que je voyais de lui, ça m'intéressait, qu'il n'était pas si mauvais que ça. Il a sa chance. Pour moi, ce sera jamais un numéro 1 seul. Actuellement, c'est ce qu'il est. Mais sur autant de temps, je pense qu'il a besoin d'aide. Et Jeffrey Meyer est présent. Il sort lui aussi de blessure. C'est pas lui qui va pouvoir beaucoup le soulager. Peut-être que demain, puisque c'est une semaine à 3 matchs, après une longue pause, ce sera Jeffrey Meyer dans les buts, parce qu'il faut aussi justifier le prêt et puis l'utiliser de temps en temps. Je crois pas. Allez,
Je pense pas. Je pense justement, comme tu l'as dit, après une semaine de pause, je pense que les Fribourgeois vont repartir pour les 3 matchs là avec Conorius s'il n'y a pas de pépin. C'est un peu mon feeling. Je pense que Jeffrey, il est là et quand il y aura encore la Ligue des Champions, hein, parce qu'il faut pas l'oublier. Oui, il y a encore les 2 matchs de Ligue des Champions. Voilà, 8e de finale de Ligue des Champions. À suivre sur MySport. Allez, il l'a glissé. Dans 2 semaines, match aller. Une semaine plus tard, match retour. Là, ça va encore charger le calendrier des Fribourgeois par rapport à ce qu'il a été jusqu'à présent. Donc là, probablement qu'il faudra faire appel à Meyer pour un match ou l'autre. Mais je pense que Youss, qui n'a pas été surutilisé par le passé, il a de quoi assurer, allez, on va dire quoi, le 80-90% des matchs pendant un bon moment. Donc moi, je la sens avec lui capable d'assurer, comme il le fait très bien. Il y a un bon système maintenant qui est organisé devant lui. Je pense qu'il est bien entouré aussi, Conorius. Ça aide. Moi, ce qui m'a pas mal plu chez lui, c'est que quand il a été excellent, puis qu'il a quand même fait une petite bourde qui coûtait un but, ben derrière, c'était pas le gars qui doutait. Il a fait comme si de rien n'était et il a continué d'enchaîner des arrêts. Donc, je pense que le gars, dans sa tête, il est mûr. Hein, il est plus tout jeune non plus. Je crois qu'il a 27-28 ans. Donc, c'est un gars maintenant qui arrive tranquillement à maturité, qui a su travailler dans l'ombre pour préparer son arrivée qu'il probablement n'imaginait pas comme ça. Mais je pense qu'à Fribourg, on a travaillé avec patience avec lui. On l'a prolongé quand il le fallait quand même si moi personnellement j'ai douté que c'était le bon choix. Bah, je me suis planté complètement. Youss fait de l'excellent travail. Je pense qu'on peut tirer sur lui, mais par contre, si ça se prolonge vraiment, je suis sûr que les Fribourgeois ne peuvent pas aller en play-off avec Youss et je ne sais pas qui, Gallet en numéro 2, si Jeffrey Meyer repart à Zurich ou même Meyer, quoi. Je pense que là, Christian Dubé, il va commencer un petit peu à mettre la pression pour savoir si Berra se fait opérer ou non, quels sont les différents diagnostics qu'il a reçus pour aussi travailler lui en coulisses, comme le dit Fabrice. Aller chercher un gardien étranger parce que malheureusement le gardien des joueurs suisses, le marché des joueurs suisses au niveau de ce poste-là, il est très sec, d'autant plus qu'on a vu qu'un Holton par exemple a perdu Dominique Niffler pour blessure. Ça donne pas de possibilités. Il n'y a pas beaucoup de possibilités en Swiss League. Maintenant il faut regarder, il faut anticiper l'éventuelle absence de Reto Berra pour plusieurs mois. Parce que Conorius, si tout d'un coup il commence à douter, ce qui n'est pas le cas en ce moment, ça peut venir. Ça peut venir. Voilà. Bon, là, il y a quand même une pause Ligue des Champions ou pas. Il y aura quand même une pause de 10 jours après. Hein, ça laisse d'ici là, je pense qu'on saura ce qui va se passer avec Berra, son indisponibilité, en tout cas s'il se fait opérer ou pas. Donc on pourra peut-être prendre des dispositions à Fribourg. Et si on voit que ça traîne, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Il faudra quand même sortir une petite enveloppe. C'est vrai que quand on a vu arriver Rask, on s'est dit bon, allez, c'est bon signe. Ça veut dire que Berra, on n'a pas pour très longtemps. Mais je pense qu'on n'avait pas imaginé un scénario de 4 mois, ce qui ferait 5 au total d'absence pour lui. Et quand on voit qu'à Fribourg, on arrive quand même à sortir une enveloppe pour Rask, je pense qu'on va encore un petit peu gratter quelque chose pour engager un étranger supplémentaire. Allez, je me mouille un peu là quand même. Rodrigo nous dit s'il encaisse 2 buts par match et que l'attaque en marque 5, c'est OK. C'est pas faux. Le but, c'est toujours de marquer un but de plus. Ouais. Zurich nous l'a encore montré hier contre Lausanne. Mais j'ai plutôt l'impression que ces temps, Fribourg, c'est plutôt on en marque 2, on en encaisse entre 0 et 1. Parce que c'est quand même beaucoup la défensive qui assure actuellement. Et la défensive, c'est un gardien et aussi toute une équipe devant lui. Et je pense qu'on est bien organisé défensivement. Plus que flamboyant offensivement, même s'il y a eu ce match contre Cloton, là, 9-1. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Ah, puis Fabrice se dit avec des peut-être ou des si, il fait sa saison en temps, et tant mieux pour Fribourg et lui-même. Bah oui, bah c'est aussi le principe des podcasts, hein, de faire des hypothèses, donc on verra, on espère forcément que Reto Berra revienne vite pour lui, pour sa santé à lui, pour la suite de sa carrière, pour que ce soit pas trop grave et qu'il n'y ait pas trop de dommages, et puis que on puisse, du côté de Fribourg, compter en fait sur 2 bons gardiens, puisque désormais, il y a 2 bons gardiens à Fribourg-Gotteron. C'est ça. C'est ce qu'on aura, quoi qu'il en soit, appris cette saison.
Voilà, Régis, on arrive gentiment au terme de cette émission. Merci pour vos nombreux commentaires dans le chat. On vous rappelle que demain, le match studio, ce sera Bienne Zurich sur MySports 1 à 19h25. Attention, jeudi, il y a un match à Zurich, Régis, à 19h40. Tu seras d'ailleurs avec Stéphane. C'est ça. Voilà, pour ceux qui veulent entendre Stéphane, rendez-vous demain, rendez-vous jeudi. Vendredi, ce sera Fribourg-Genève, notre match studio à 19h25 sur MySports 1. Et samedi, match interactif à 19h35 entre Genève et Lausanne. Pas de match dimanche parce qu'il y a la pause de l'équipe nationale. Non, mais il y a les Hockey Day. Et il y a le dimanche, Swiss Hockey Day, bien ça. sûr, c'est surtout ça. Eh oui, n'hésitez pas à aller tenter votre chance dans un club. Ils sont très très nombreux tout près de chez vous. Il y a Et vous croisez les n'importe joueurs quelle de patinoire. National League et de Swiss League parce que c'est Exactement. obligatoire. Et généralement, ils sont dans la région dans laquelle ils ont commencé. Donc ça peut être très intéressant. Suivant quoi. Voilà, on est au terme de cette émission. Un grand merci à vous pour avoir participé dans les commentaires. On vous rappelle que d'ici quelques instants, vous pourrez revoir en vidéo sur Facebook cette émission. Dans l'après-midi, vous la retrouverez également sur YouTube. Et puis en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Twitter, Facebook, Instagram pour avoir toutes les informations sur le hockey suisse et sur nos programmes. Et puis on vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt pour Overtime. Bye bye. Bye bye.